Non, je vais vous Accent. parler de José Carlos Mariátegui, donc un Avec intellectuel. l'accent, comment il se Bah oui, sinon la s'il n'y a pète. pas d'accent, c'est pas possible. Non, bref, un journaliste, intellectuel, écrivain et militant révolutionnaire péruvien, donc qui est né en 1894, qui est mort en 1930, donc il est mort très jeune, à 36 ans. Il est notamment le fondateur du Parti socialiste péruvien en 1928. Et je voudrais juste rappeler un petit peu le contexte global dans lequel il va grandir et dans lequel quelle est l'Amérique latine dans ce moment-là. Il y a 5 éléments très importants. Premièrement, la révolution mexicaine, qui est un tremblement de terre en Amérique latine. Deuxièmement, la réforme universitaire en Argentine en 1918, qui voit l'irruption de la jeunesse dans le champ politique et cette tentative d'unir les masses laborieuses et les étudiants. Troisièmement, l'impérialisme états-unien, évidemment, à Cuba, à Haïti, au Nicaragua, avec notamment la résistance de Sandino. La Première Guerre mondiale, qui crée une véritable crise civilisationnelle, puisque les élites latino-américaines avaient toujours vécu dans l'importation, dans une forme d'atmosphère d'imitation avec les élites européennes, en important les idées Notamment européennes. la Révolution française. La Révolution depuis française, Bolivar, etc. Mais ouais. surtout après la question du positivisme, du libéralisme, Ouais, etc. Et donc, avec la Première Guerre mondiale, il y a tout le mythe du progrès de la civilisation qui s'effondre dans la barbarie des tranchées. Et enfin, à partir des années 1920, il y a tous les centenaires des indépendances, qui est un moment très important puisque beaucoup se posent des questions sur 100 ans d'indépendance, qu'est-ce que ça a donné en quelque sorte. Et en fait, Mariátegui, lui, est exilé en 1919, il sera exilé pendant 4 ans. Il va en Europe et il se trouve notamment, ça c'est un point important, parce qu'il découvre le marxisme en Europe, notamment en 1921 où il se trouve au congrès de Livourne, donc en Italie, qui donne naissance au Parti communiste italien. C'est là aussi qu'il rencontre Gramsci, etc. Donc c'est un moment fondateur. Elle était là à la naissance du Ouais. parti. Il participe. Il y a eu une rencontre La scission comme au congrès de Tours. comme au congrès de Tours. Il y a une rencontre entre Mariátegui Je et sais pas s'il y a une Gramsci. rencontre. Je sais pas s'il y a une rencontre, mais en tout cas, je sais Ils qu'ils étaient au même endroit. Ils étaient au même endroit, et c'est quand même un moment très important dans l'histoire du communisme. Et en fait, c'est là qu'il découvre le marxisme. Mais en grand analyste, en grand observateur de la société péruvienne, il se rend compte finalement. C'est pour ça que je dis que ça peut être un précurseur des théories décoloniales, parce que il se rend compte qu'avec l'indépendance et l'avènement de la République, comme on peut le voir en Afrique, etc., la colonialité, donc ce qui va être un concept forgé plus tard par un autre Péruvien qui s'appelle Aníbal Quijano, qui est toujours vivant, la colonialité survit au colonialisme, ne se confond pas au colonialisme, et on peut la définir rapidement comme l'ensemble des discours, des pratiques, des rapports de pouvoir qui se perpétuent après les indépendances. Et par exemple, il parle par exemple de la colonialité du pouvoir, Aníbal Quijano, qui renvoie à une forme de classification ethnique, raciale de la société où les ex-colons sont remplacés par une élite blanche qui détient les terres, qui est les propriétaires terriens. Et donc, Mariátegui va faire une analyse très matérialiste de la race. Et c'est ça qui est très intéressant chez lui, parce qu'il voit que c'est une société coloniale qui a créé des hiérarchisations qui déterminent les conditions sociales. Et donc, il voit cette imbrication qui est entre la question raciale et la question sociale. Et finalement, la question sociale est intrinsèquement liée, intrinsèquement déterminée par la question raciale, et notamment au Pérou par la propriété des terres, parce que ceux qui détiennent les terres, ce sont les descendants des Blancs, etc. Des conquistadors. Et il va créer une forme de marxisme. Alors lui, il ne parlera pas d'Amérique latine, mais d'Indo-Amérique, pour redonner justement corps à la présence des Indiens, qu'on a complètement effacé sous le terme Amérique latine. Et indien. Et Indien, totalement. Qu'est-ce que j'ai pas dit ça? Si. Ah oui, ok, d'accord, pardon. Et donc c'est un marxisme qui se veut situer, qui se veut ancrer dans la réalité péruvienne. C'est pour ça qu'il parle d'un socialisme indo-américain et qu'il considère comme une création héroïque. C'est-à-dire qu'il s'agit de tirer le meilleur des analyses, des outils conceptuels qu'offre le marxisme, tout en étant inscrit profondément dans les entrailles du corps social péruvien. C'est pour ça que pour lui, le socialisme latino-américain doit être un socialisme qui ne soit ni une calque, ni une copie des socialismes européens qui n'ont rien à voir de par leur réalité. Ils n'ont rien à voir de par leur histoire, de par leur culture, etc. Et c'est pour ça qu'il va notamment critiquer beaucoup le Parti communiste, les partis communistes latino-américains. Et c'est là qu'il forge la question du mythe, qui est très important chez lui. Il adhère, donc je dis, totalement à la tradition de la philosophie matérialiste de l'histoire, de la nécessité de la science pour comprendre les phénomènes économiques sociaux, mais en même temps, il considère que les masses ont besoin d'un mythe. Et il dit, c'est très intéressant, la civilisation bourgeoise manque d'un mythe, d'une foi, d'une espérance. Et pour lui, finalement, la raison et la science ont asséché les âmes des peuples. Et je poursuis. C'est beau.
Oui. C'est ce que dit. Je suis désolé, mais c'est Ouais. tous les discours qu'on. Pardon. Non, mais il n'y a pas de souci, avec plaisir. Il dit « Ni la raison ni la science ne peuvent satisfaire tout le besoin d'infini qu'il y a dans l'homme. Seul le mythe possède la précieuse vertu de remplir ce jeu profond. Les forces des révolutionnaires n'est pas dans leur science, elle est dans leur foi, dans leur passion, dans leur volonté. C'est une force religieuse, mystique, spirituelle. » Et en fait, pour lui, le mythe, c'est pas un mensonge, c'est pas une fiction qui serait détachée de la réalité. C'est un élément mobilisateur, catalysateur. C'est une puissance qui convoque non seulement les affects, les passions, les émotions. Donc c'est quelque chose de transcendant qui nous dépasse. Et en fait, il y a peut-être là-dedans une critique sous-jacente d'un marxisme qui pourrait être parfois très froid, très mécanique, très rationnel, très scientifique, et qui ne voit pas que les hommes ne sont pas seulement faits de corps, mais sont aussi faits d'âme, d'esprit, etc. Et en cela, je trouve qu'il y a un parallèle à faire sans doute avec Walter Benjamin, qui est un grand haut marxiste de cette époque-là, où il convoque notamment la théologie juive dans l'aspiration révolutionnaire. Et donc, c'est là que c'est intéressant quand je dis que Mariátegui, et c'est là sa grande intelligence, sa grande clairvoyance, c'est qu'il va certes reprendre des outils conceptuels qui viennent d'ailleurs. Le mythe, par exemple, il le reprend du syndicalisme révolutionnaire Georges Sorel, qui, dans Réflexion sur la violence, convoque la question du mythe, mais pour lui, c'est la question du mythe de la grève insurrectionnelle. Sauf que pour Mariátegui, ce n'est pas ça, c'est le mythe de l'Aïlou. L'Aïlou, c'est les terres communales qui, pendant la période Inca, étaient périodiquement réparties entre chaque famille, mais qui étaient exploitées collectivement. Et il y voit dedans une sorte de proto-esprit communiste, d'un communisme indigène. Et donc et c'est là la grande matérialité du mythe, c'est pas quelque chose de détaché. Pour lui, face à la situation d'exploitation, de violence économique, de destruction des modes de vie, d'anéantissement culturel, le mythe de l'Aïlou permet d'imaginer une alternative, un refuge, un horizon de paix, de justice contre un ordre néocolonial qui dénie aux Indiens toute forme d'humanité. Et donc, c'est pas du tout un communisme désincarné, bien au contraire. Il s'ancre dans une réalité très particulière, une idiosyncrasie, on pourrait dire, celle d'un peuple martyrisé, mais qui garde intact des solidarités collectives, etc. Et je vais juste terminer en le citant. Il dit « L'Indien, en dépit des lois de 100 années de régime républicain, n'est pas devenu individualiste. Cela vient bien plus plutôt de ce que... » Le Pardon. micro, ouais. Cela vient bien plus... Alors, je pense Ouais. que refais la citation. L'Indien, en dépit des lois de 100 années de régime républicain, n'est pas devenu individualiste. Cela vient, bien plus, plutôt de ce que, sous un régime féodal, l'individualisme ne rencontre pas les conditions nécessaires à son affirmation et à son développement. En revanche, le communisme a continué à être pour l'Indien sa seule défense. L'individualisme ne peut prospérer, n'existe effectivement qu'à l'intérieur d'un régime de libre concurrence. Et l'Indien ne s'est jamais senti moins libre que quand il s'est senti seul. C'est pourquoi, dans les villages indiens où sont réunies des familles entre lesquelles se sont brisés les liens des biens du travail et du travail communautaire, il subsiste encore de solides et tenaces habituels de coopération et de solidarité qui sont l'expression empirique d'un esprit communiste. La commune correspond à cet esprit. Lorsque l'expropriation et la dispersion paraissent liquider la commune, le socialisme indien trouve toujours moyen de le refaire, de la maintenir ou de lui trouver un substitut. Et en fait, il y a une forme de déjà-là chez lui, qu'il faut convoquer et pas aller chercher là où ça aurait aucune prise avec la réalité. Bon, il y a d'autres trucs, mais voilà. Bravo. Bravo, Alors, Tariq.